Bonjour à tous, en direct sur la page Paddle Magazine, la page Instagram. Aujourd'hui, un invité très particulier puisqu'il s'agit de Jean-Michel Pécry, l'un des coachs les plus célèbres en France, coach mental, euh, tennis, paddle, ancien joueur professionnel, actuel joueur de paddle. On va avoir une très belle interview avec lui pendant une petite heure. N'hésitez pas d'ailleurs à lui poser des questions tout au long de notre session. Et puis vers la fin, on reviendra comme d'habitude sur toutes vos questions. N'hésitez pas à prévenir tout le monde. Ce sera une super interview avec l'un des top players et coach mental. A tout de suite, on lance un clip et on se met en relation avec Monsieur Jean-Michel Pécry. A tout de suite. Ah, ça y est, mais je suis en connexion, ça y est. Hey, Ah, tu me vois, ça y est? Salut on, Franck. on te voit très Salut les bien. gars. Alors, Salut Padelmag. Jean-Michel, salut Jean-Michel. Bonjour à tous, Jean-Michel. Je pense que tu vas avoir quelques commentaires dans quelques instants pour te dire que tu es à l'envers. Tu es à Ah l'envers, mince. mon cher. Oui. Alors, là c'est mieux? Oui, alors, non, il faut que tu mettes de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut que tu le mettes dans ce sens. Voilà, là, c'est parfait. Là, on te Là voit. c'est parfait. Le seul truc c'est que j'ai mis un casque et du coup, eh ben tu sais quoi, je vais le tenir. Si je le tiens, c'est bon là? Bah là, c'est parfait. Maintenant, ce que je te propose peut-être, c'est de mettre en haut-parleur, pourquoi pas, et parce que sinon, Je vais ça risque d'être retirer le compliqué. casque. Vous m'entendez Ouais, là? ouais, on t'entend très bien. Ouais, ouais. Parce que sinon, Allez. tu vas avoir mal au bras. Même si on sait que tu as un très beau bras, on le sait. Ah, c'est sympa ça. Voilà. Il est un peu au repos le bras là en ce moment, hein. Oui, il a Ça un peu en sort. repos. Remarque, c'était peut-être un. D'ailleurs, on parlera du travail physique que l'on peut faire pendant ces heures compliquées de confinement. L'un des exercices, c'est de tenir son téléphone portable, par exemple, Exactement. à bout de bras. Et ça fait travailler les muscles. Voilà. Moi, j'avais prévu de t'accueillir avec la raquette et faire plein de Oui. choses, te dire que je suis chaud là. Quand est-ce qu'on peut jouer au paddle là? Oh, d'ailleurs, allez, ça commence à chambrer un petit peu sur les réseaux. Cher Jean-Michel, bon, interview un peu particulier puisque on t'accueille en tant que joueur, mais aussi on t'accueille surtout en tant que coach mental. Mais D'accord? avant de parler de ton histoire autour du tennis, autour du paddle, en tant que coach également, j'ai envie qu'on revienne sur cette partie confinement, hein, des heures Ouais. compliquées. Euh, Tu fais quoi pendant ces heures de confinement? Ce sont quoi les exercices que tu fais pour maintenir la forme? Alors, j'ai un emploi du temps assez chargé, malgré le confinement. Je commence mes journées par être professeur à l'école avec mon fils pendant 2 heures. Et puis après, je vais faire, avec lui, on va faire 1 heure de sport tous les deux. Alors, on essaie de courir, on essaie de faire des exercices de coordination, des trucs que j'essaie de trouver. Et puis l'après-midi, ma femme prend le relais. Et puis en ce moment, je continue à bosser. Je continue à pas mal bosser avec les joueurs. Je bosse par téléphone. Et puis je suis en train de bosser sur un site internet aussi. Donc j'ai finalement des journées assez chargées entre professeur des écoles le matin, 1 heure pour moi avec mon fils, on fait du sport, et puis le coaching l'après-midi. Finalement, les journées, elles sont chargées là. Je ne vois pas le jour.
Alors, d'ailleurs, justement, qu'est-ce que tu proposes aux internautes qui nous écoutent? Tu leur dis quoi à ces personnes pour maintenir la forme et on va dire pour être prêt pour la reprise? On le sait, on le sait, le World Padel Tour par exemple va cumuler un certain nombre de tournois. Ce sera assez historique. Hein, le tournoi, le circuit professionnel de paddle va proposer, tenter de reporter toutes ces épreuves de paddle. Ça veut dire qu'en l'espace de quelques mois, il va falloir tout mettre. Et tu leur dis quoi pour les aider? Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des annonces dans ce sens, dans le paddle, aussi dans le tennis, d'essayer de faire finalement tenir une saison sur moins de temps. Et c'est pas encore complètement sûr, parce qu'on ne sait pas quand on sort. Donc, bien sûr, il faut se préparer à ça. Mais en même temps, tu vois, dans un premier temps, pendant ces premières semaines, j'aurais demandé surtout de prendre soin d'eux. Et peut-être un peu de s'éloigner de la spécificité de leur sport, de prendre soin d'eux d'une manière générale, de faire des choses qui sont bonnes pour eux, pour se sentir bien. Parce que dans ce confinement, au début, il y a eu comme une espèce de peur aussi collective, une espèce de stress collectif. Et avant toute chose, je pense que la première étape, c'était d'abord de se mettre bien, de se sentir bien. Alors faire des choses qu'on aime bien, faire du sport qu'on aime bien, faire des exercices qu'on aime bien. Et finalement, quand les dates de reprise vont être plus précises, vont être plus annoncées, confirmées, peut-être se rapprocher de son sport, peut-être se rapprocher des exercices dont on a besoin pour se sentir bien dans sa pratique. Mais dans un premier temps, tu vois, l'idée vraiment en ce moment, c'est de se sentir bien, courir, faire un footing, faire des choses qu'on aime bien, où on se sent bien pour nous simplement être à l'aise. Voilà un peu le conseil que j'ai donné un peu aux sportifs avec qui je bosse et puis aussi que j'applique à moi-même. Alors j'applique à toi-même. Et en même temps, il y a quelques élèves et joueurs de paddle qui, par exemple, Laura Clerc nous disait il y a quelques jours lors de l'interview, eh bien moi, je joue au paddle dans ma tête. C'est ma manière de m'entraîner et je me fais des gammes, des sauts et je m'en fais régulièrement pour garder la main. Alors, métaphore, imagination, et en même temps, elle expliquait eh ben, que ça lui servait. Est-ce que ce type d'exercice, ce sont aussi des exercices que tu peux proposer peut-être à toi-même, mais aussi aux joueurs que tu suis? Alors, bien sûr, on parle de visualisation finalement. On parle de faire fonctionner son cerveau. Et le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. C'est-à-dire que quand tu fais un cauchemar, tu crois que c'est vrai au moment où ça t'arrive. C'est-à-dire que ton corps, il croit que c'est vrai. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. La visualisation, c'est un super outil qui marche depuis énormément de temps. Et bien sûr, pour les joueurs, c'est un truc qui marche assez simple. Hein. Il suffit de fermer les yeux ou de se projeter en train de se rappeler une partie, de se projeter en train de dire ce coup-là, qu'est-ce que je ressentais, comment je le voyais. Et finalement, c'est une manière de s'entraîner. Et de se préparer. Alors qu'on peut aller rechercher dans des séances de visualisation un peu plus poussées, même de ressentir la main sur la raquette, de ressentir l'impact sur la balle, de ressentir plein de choses. C'est hyper intéressant. Selon les personnes, il y en a qui ont besoin de faire ces séances-là, d'autres qui ont besoin un peu s'éloigner en ce moment. Pour les joueurs de paddle, c'est vrai que je fais pas mal de séances en ce moment de visualisation où ils s'imaginent sur le terrain en train de jouer, en train de répéter, en train de taper des balles, en train aussi de se rappeler peut-être une super partie qu'ils ont réussi à faire, comment c'était, quelles étaient leurs sensations, sur quoi ils s'intéressaient. Donc un travail de visualisation, c'est 20-30 minutes et c'est vraiment utile en ce moment. Alors, on reviendra sur ce thème un peu plus tard, sur la partie visualisation, sur ces exercices, sur aussi les relations que tu entretiens avec les joueurs de paddle et puis certainement d'autres joueurs dans d'autres secteurs. On reviendra là-dessus. Maintenant, j'ai envie de parler de toi, de ton Ouais. histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Monsieur Pécry, ben, on le connaît à travers ses résultats dans le paddle. On reviendra là-dessus, évidemment. Mais aussi, on en a entendu ici ou là que Monsieur Jean-Michel Pécry, eh bien, euh, était intéressé pour éventuellement prendre la sélection de l'équipe de France de paddle à terme cette année. Bon, c'était pas possible cette année, et pourquoi pas dans les prochaines années. Mais d'abord, Jean-Michel Pécry, c'est qui? D'où tu viens? Comment? Pourquoi? Tu as commencé par le tennis. Tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Ouais, bon, écoute, je viens du monde des raquettes. Hein. J'ai joué au tennis pendant plus de 20 ans de ma vie sur le circuit ATP. J'étais plutôt un joueur assez tardif. Je n'étais pas le meilleur chez les gamins. Je faisais service volé. Ce n'était pas un jeu qui payait trop. Et puis vers 15-16 ans, j'ai commencé à avoir des résultats plus intéressants. J'ai été pris par la Fédé, j'ai été pris à l'INSEP.
J'étais champion d'Europe junior par équipe. J'ai dû finir, je sais pas, 20e ou 30e junior, je ne sais pas exactement. Puis j'ai commencé le circuit. J'ai joué longtemps, plus d'une dizaine d'années. J'ai fait tous les calibres de Grand Chelem. J'ai pas réussi à faire les résultats que je souhaitais, mais tu sais, quand ma carrière s'est terminée, je suis très content finalement de ce parcours tennis, de cette histoire. Et puis j'ai tourné la page avec beaucoup de tranquillité. Je n'étais pas aigri de ma carrière. J'aurais souhaité faire mieux, mais j'ai appris plein de choses, notamment à la fin de ma carrière, où j'ai été coaché mentalement. Et ça a été un déclic pour moi. Ça a été quelque chose qui m'a donné envie. Alors, quand j'ai arrêté de jouer, je ne me suis pas tourné vers le mental tout de suite. J'ai commencé par entraîner au tennis. Je travaillais pour la fédération, entraîneur de ligue. J'ai enseigné 3-4 ans le tennis. Ouais, à peu près 3-4 ans. Et puis, j'ai commencé à me former à la préparation mentale. Pourquoi ? Un peu une histoire personnelle déjà, parce que je me suis rendu compte qu'à la fin de ma carrière, je me suis dit mince, j'ai compris pourquoi je n'étais pas plus fort. Parce que mentalement, il y avait des choses que je n'avais pas compris. Parce que finalement, je faisais beaucoup d'efforts, mais pas sur les bonnes choses. Puis quand j'ai commencé à entraîner, ça m'a sauté aux yeux. Tu vois, quand j'ai commencé à entraîner au tennis, ça m'a sauté aux yeux. J'ai tout de suite été frappé par la différence de ce qui se passait à l'entraînement et en match. Alors, j'ai commencé à me former. J'ai commencé dans un premier temps, je ne pensais pas en faire un métier, mais je voulais, moi, aider les personnes avec qui je bossais, leur donner des outils. Je ne voulais pas parler de moi, ce que j'avais appris sur moi, mais plutôt de les aider. Puis finalement, tu sais, à force de se former, à force de coacher les gens, j'en ai fait mon métier. Ça fait pratiquement 10 ans maintenant que je m'occupe de sportifs, plutôt de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, tu vois, le paddle là-dedans, c'est arrivé complètement par hasard. Avec un monsieur qui s'appelle Michel Laborie, un personnage du Ah, bah paddle. oui, bien sûr. Ah oui, 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 grand personnage. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Michel Laborie, c'est l'un des presque, j'allais dire fondateurs, en tout cas, des grands fans du paddle de la première heure. Et qui d'ailleurs, je crois, du côté de toujours dans le sud de la France, et Oui, il est à la bosse Gaude. Il est à à la la Gaude. Gaude. Ouais, c'est entre Nice et Cagnes-sur-Mer. Et en fait, je bossais avec un joueur de tennis et je connaissais rien au paddle. Je vois ce monsieur qui est en train de jouer. Je me dis, ah, ça a l'air super ce truc et tout. Puis on commence à sympathiser. Et puis finalement, il a commencé à m'entraîner. Il m'a appris à jouer au paddle. Alors, quand tu joues au début, c'est pas facile, les beats, tout ça. Puis après, j'ai rencontré mon premier partenaire, Sébastien Corbelli, avec qui on a passé 2 ans à s'entraîner, à faire les tournois. C'était génial. C'était une découverte pour moi. Et finalement, tu vois, ça a été une transition pour moi. Moi, je suis un compétiteur, j'adore ça, j'adore la compétition, j'adore ce rapport. Mais finalement, dans le tennis, ça m'intéressait plus trop, tu vois, parce que tout ce que je pourrais pu rester -2, -4 au tennis, mais ça me faisait plus grand chose. Et le paddle, ça a été un moment donné où chaque jour je progressais, je faisais des nouvelles choses. Bon, j'ai pas spécialement d'ambition de classement ou autre, mais c'était simplement m'éclater au paddle, c'était super. Et voilà un peu l'histoire du paddle. Alors, tu as parlé de paddle, tu as parlé aussi de tennis. J'aimerais juste revenir sur un point très intéressant par rapport à la coaching. Tu as dit que tu avais appris beaucoup de choses sur la fin de ta carrière. Ouais. Et en même temps, tu avais dit juste avant, je n'ai pas de regrets. Euh, Oui. À la fois, tu joues mieux, à la fois, tu avais réussi à franchir des caps sur la fin de carrière. Ouais. Et tu n'as pas de regrets, tu te dis pas, zut, j'ai peut-être raté quelque chose. Du coup, justement, non? Pour moi, tu peux pas avoir de regrets sur un truc que tu ne connaissais pas avant. J'aurais découvert la préparation mentale à 18 ans. Et j'aurais pas été mieux classé, j'aurais pu te dire, oh mince. Mais moi, j'avais 28 ans, 29 ans. Je jouais bien, hein. Quand j'ai arrêté l'ATP, je devais être 200, j'ai dit j'arrête. Mais j'ai arrêté parce que j'étais usé. J'ai arrêté parce que j'en avais marre de voyager, j'en avais marre de ne pas voir ma femme, j'en avais marre de ne pas voir mes copains, j'avais envie de tourner, d'avoir une autre vie. Et donc, c'est pour ça, quand j'ai arrêté avec le tennis, c'était quelque chose de naturel. Je me suis rendu compte que j'avais plus envie de faire tous ces efforts de voyage, tous ces efforts, tous ces sacrifices. Donc, ça a été, bien sûr, je jouais bien, j'aurais pu être mieux classé. Mais en même temps, j'étais content. Je savais que je pouvais plus faire ces efforts-là pour être à ce niveau-là. Et donc, excuse-moi, j'ai des personnes qui m'appellent en même temps.
Désolé. Mais donc, pas de regret. Et en même temps, tu vois, j'ai découvert la préparation mentale les 3-4 dernières années où j'ai joué au tennis. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai pris conscience du potentiel inexploité que j'avais en moi. Et bien sûr, on peut se dire, mince, ça aurait pu être mieux, plus tôt. Mais en même temps, j'aurais été beaucoup plus aigri si j'avais pas compris comment ça marchait et finalement un petit peu ce qui m'a manqué avant. Donc j'ai compris ces raisons-là. Alors, on a pas mal de questions. Alors, normalement, les questions, on les laisse pour la fin. Maintenant, vu qu'on parle de ce sujet, je vais reprendre quelques questions que vous avez posées ici ou là. Je vois Eric. Alors, Benji, alors, juste pour revenir sur la partie tennis, ton classement tennis, du coup, c'était. J'ai été 180e mondial au mieux. J'étais dans les 200 quelques années. Et 25e français. Alors, la petite histoire, c'est que tu sais, selon les moments où tu joues au tennis, bah, le classement français est plus ou moins fort. Et quand j'ai joué au tennis, par exemple, une année, j'étais 180e mondial, j'étais numéro 31 français. Donc la concurrence était très dure. Pourquoi ? Parce que ma génération, Grosjean, Clément, ils jouaient encore. Il y avait encore la génération d'avant, Pioline, Santoro. Et tu avais des mecs super forts qui arrivaient, Tsonga, Jules Simon, Gaël Monfils, qui étaient en train de pousser. Donc c'était 25e français à cette époque-là, c'était pas facile. Quand on dit que en France, il n'y a pas de champion, on n'a pas de joueur de tennis de haut niveau, finalement, en t'écoutant, on se rend compte alors, on n'a pas trouvé la pépite pour être dans le top 5-10 de manière constante, mais enfin, il y a ce qu'il faut, non ? Non, mais bien sûr, je veux dire, on entend régulièrement ça, on dit c'est un échec. Parce qu'en France, on est tout le temps en train de tout critiquer. Et finalement, il n'y a pas un sportif qui gagne. Tous les joueurs de foot, ils sont nuls. Mais je crois qu'on a gagné quelques Coupes du Monde. Tous les joueurs de tennis, ils sont nuls. Bah, je pense que on a une génération de joueurs qui étaient incroyables. Tsonga, c'est un super joueur de tennis. Mon fils monstrueux, il est encore top 10, là, Gilles Simon. Maintenant, pas de cul, ils ont joué en même temps que Nadal, Federer, Djokovic. Et ces mecs-là, ils battent tous les records de l'histoire du tennis. Donc c'est un peu pas de chance, je dirais. Parce que peut-être que ces mecs-là, ils auraient pu gagner un grand chelem. Gasquet aurait peut-être pu gagner. Mon fils, il a fait des demi à Roland. Peut-être qu'il aurait pu gagner un Roland Garros. C'est possible. Mais quand tu as Nadal, Federer qui sont des mecs, c'est impossible. Bah voilà, c'est dur. Quand tu es 7e ou 8e mondial, tu es un champion. Hein. Tu vois, même un Benoît Paire, qui est hyper critiqué, qu'on lui en met plein la tête, t'es nul, et attitude. Le mec est 20e mondial. C'est quand même monstrueux. C'est monstrueux, 20e mondial. C'est des super champions. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais quand même. Alors justement, marrant Benoît Paire, parce qu'il y a eu une question il y a quelques jours concernant Benoît Paire, quand on a dit qu'on allait avoir le coach mental Jean-Michel Pécré, et il fallait que je suis presque obligé de te poser cette question. Je ne sais pas si tu le connais personnellement. Si je l'avais en face de moi, je lui aurais posé cette question. Est-ce que justement, par exemple, une personne comme Benoît Paire n'aurait pas besoin d'un mec comme toi, parce que comme toi, il y avait peut-être encore plus de potentiel, encore plus de possibilités, mais bon, bah voilà, on le voit ici ou là parfois passer à côté des matchs. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit. Et il y a un côté dommage. Et ton intervention aurait pu faire la différence. Alors, tu sais, pour coacher quelqu'un, il faut qu'il en ait envie. Parce que c'est la première démarche, c'est que la personne soit demandeur. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit demandeur. Peut-être qu'il a essayé des choses, on ne sait pas. Ça n'a peut-être pas marché, ça n'a peut-être pas plu, ça n'a peut-être pas collé. Aujourd'hui, je bosse avec lui, je ne suis pas sûr de faire mieux que le classement qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, quand il balance un match, mais tout le monde en parle, mais quand il fait 10 victoires de suite ou il gagne un tournoi, personne n'en parle. Donc il faut aussi voir les choses comme elles sont. Tout le monde attend qu'il pète les plombs. Et dès qu'il jette une raquette, ben, tout le monde en parle. Maintenant, oui. Il est vrai qu'on peut toujours dire, mince, s'il progressait un petit peu là-dessus, s'il arrivait à maîtriser un petit peu mieux ses émotions, s'il arrivait à maîtriser un petit peu plus sa colère qui peut arriver sur le terrain, peut-être qu'il pourrait aller plus loin. Oui, ça serait intéressant, mais il faudrait qu'il ait cette volonté, cette démarche de dire, bah, tiens, si j'allais chercher un petit peu en moi d'où ça vient ces choses-là. Et aussi, il faudrait quand même
je pense qu'ils prennent conscience que c'est un joueur incroyable et que aussi se prendre conscience qu'il est aussi bon mentalement qu'il est mauvais par moment. C'est-à-dire que quand il gagne des tournois, il est incroyable. Mais on a l'impression que c'est malgré lui par moment. Et pourtant, c'est bien en lui que ça se passe. Donc, tu vois, je bosserai un petit peu là-dessus. Et je ne peux pas accepter qu'on dise si un mec qui casse une raquette, oh, il n'est pas bon mentalement. Tu vois, oui, bien sûr. D'ailleurs, ça peut être aussi une manière de se concentrer. Il y en a chacun sa manière. Cette manière d'être, peut-être que s'il ne l'avait pas, il serait moins bon. Finalement, il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ça pour être tranquille. S'il est trop, ça me rappelle peut-être une histoire qu'il avait racontée, je crois, il y a quelques mois, ou 6 mois ou un an. Il était parti s'entraîner du côté de l'académie de Rafael Nadal. Et il était rentré au bout d'une semaine, il a dit non, moi plus jamais ça. Je peux pas m'entraîner. Techniquement, je peux pas m'entraîner autant que lui, comme ça, de manière aussi intense. Chacun sa manière de faire finalement. Oui, bah, tu sais, moi je travaille avec un joueur de tennis qui est assez nerveux, qui est réputé pour être nerveux. Et il est nerveux quand il perd, quand ça se passe pas bien. Mais c'est pas que ça être mauvais mentalement ou autre. C'est aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ont des matchs en main et tout d'un coup ils s'effondrent. Et tu vois, ce joueur dont je parle, l'année dernière, il s'est qualifié à Roland-Garros, il a servi 3 fois pour le match. C'est pas des moments faciles émotionnellement. Et ce joueur qu'on dit, il n'est pas bon mentalement, il s'énerve, tout ça, ben, sur ces moments-là, il était capable encore de jouer au tennis. Alors que d'autres qui vont peut-être pas s'énerver, quand ils servent pour le match, ben, ils n'y arrivent plus. Ils se sont repris par les émotions. Alors, tu vois, moi, je pense que quelqu'un comme Benoît Paire, plein de fois dans l'année, il est capable d'être hyper bon mentalement pour finir des matchs, pour maîtriser ses émotions. Et il a des matchs par moment, quand ça se passe mal, ben, ça se passe vraiment mal. Mais bon, il est quand même à un super classement, donc on peut pas dire, ben, mince, oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je préfère un joueur qui finalement, qui pète une raquette 10 secondes et qui repart, que quelqu'un qui pendant 30 minutes, il a un trou, il marque plus un jeu. Mais il dit rien. Alors tu te dis, mais il a rien dit, il s'est bien comporté. Ouais, mais attends, il a un trou de 30 minutes. Tu vois? Ouais. On va switcher entre tennis et paddle. J'ai vu l'une des questions d'ailleurs de l'un de nos internautes qui est demandé finalement, est-ce que au paddle, il faut en avoir encore plus besoin d'un coach mental? Parce que c'est juste, alors, quand cette personne pose la question, c'est que j'imagine qu'il se dit qu'on joue à deux, alors qu'en simple, on est seul. Là, on joue à deux, c'est-à-dire qu'il faut non seulement se gérer, mais en plus gérer les relations qu'on a avec son partenaire. Alors, le paddle, c'est pour ça que, tu sais, on avait fait une interview il y a un petit moment, j'avais parlé du fait que le paddle, c'était difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que tu dois t'occuper de toi et te mettre bien pour être performant mentalement, mais tu as aussi la manière dont tu vas parler à ton partenaire, la manière dont tu vas lui présenter les choses, ou peut-être sentir qu'il n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de lui, tu restes concentré sur toi, tu lui dis des mots, mais peut-être qu'ils vont être mal perçus, et c'est pour ça que ça vaut le coup je peux te donner un petit conseil, de passer du temps avec son partenaire avant le match, de dire, tiens, si tu n'es pas bien, de quoi je te parle? Tiens, si je vois que tu fais pas une bonne partie, que tu n'es pas à l'aise, que tu es tendu, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vois, plutôt que lui dire, fais ci, fais ça, dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? De quoi je pourrais te parler pour t'aider? À quoi je te fais penser? Est-ce que je t'encourage? Est-ce que je te laisse tranquille? Tu vois, chacun à sa manière a besoin d'être aidé d'une manière différente. Et ça, on ne peut pas le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de poser la question. Aujourd'hui, tu es le coach mental d'un certain nombre de joueurs du circuit français. Alors, j'ai envie de parler d'un des joueurs historiques de ta team, à savoir Monsieur Scatena. Ouais. Aujourd'hui, il a switché de partenaire. Il joue avec Benjamin Tison, le Parisien, qui jouait avant avec Adrien Maigret. Benjamin Tison est quand même un profil très différent de celui de Robin Aziza, sur le plan du caractère, sur le plan également du jeu. Est-ce que du coup, il y a une approche, j'imagine, différente? Et si oui, comment est la différence? Et qu'est-ce que tu peux apporter à cette paire, par exemple? Alors, moi, je ne me mêle pas de la partie spécifique paddle. C'est-à-dire, je ne leur dis pas, c'est ta balle, enfin, tactiquement, ce qu'ils ont à faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas compétent. Ils sont beaucoup plus compétents que moi. En revanche, je travaille avec eux sur qu'est-ce que tu dois mettre à l'intérieur de toi pour te sentir bien et arriver à bien jouer. Et j'ai travaillé aussi avec eux, pareil sur les choix des partenaires ou autres.
je les laisse libres, c'est pas à moi de m'en mêler, ils font ce qu'ils ont envie. Oui, En bien sûr. revanche, je bosse avec eux sur La relation. J'étais chacun plutôt sur la partie relation. Hein. ouais, comment on se parle, comment, Commence par. Ouais. et ouais, comment on se parle. Euh, Tu vois, je prends un exemple très bête. Euh, Benjamin Tizot, il a un jeu à risque. C'est un des gars qui est capable de faire des points gagnants derrière, qui a un paddle. On était tous surpris quand il est arrivé d'ailleurs dans le paddle. Il a proposé quelque chose d'inédit. Il proposait des points gagnants du fond du cours avec un revers à deux mains. Tu te dis, mais c'est qui se fout? Qu'est-ce qu'il fait? C'était pas traditionnel. Et finalement, avec ce jeu à risque, il faut, il va réussir des coups, mais il va aussi en louper. Ça fait partie de son jeu. À partir du moment où tu prends des risques, bah, il faut que tu acceptes de louper. Et il faut que ton partenaire, il accepte aussi que, bah, que tu loupes par moment. Et si tu loupes, il te dit attention, on ne fait pas de faute, bah, ça ne peut pas marcher. Donc on travaille beaucoup sur comment réagir quand finalement ton partenaire il joue son jeu et comment, de quoi lui parler finalement s'il loupe une balle, s'il réussit une balle. Et ça, on fait ce travail-là dans les deux sens. Et c'est là un petit peu où j'aide. Alors, je suis content cette année. J'ai une équipe chez les garçons, une équipe chez les filles. Avant, j'avais que des joueurs qui jouaient chacun avec des partenaires différents. Et cette année, on commence le travail avec les garçons et les filles. Je suis vraiment super content parce que c'est une expérience un peu nouvelle pour moi dans le paddle. Et je suis hyper content d'avoir à gérer finalement cette relation, de quoi on se parle, comment on voit l'autre. Et je trouve ça passionnant. Moi, je suis hyper content de ces associations. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les filles ont plutôt bien commencé. Les garçons, ils ont fait des trucs pas mal. On va voir. C'est bon, il y a le confinement. Écoute, on verra la reprise. Hein. Allez, on va changer de thème. Ouais. Et là, on va aller sur un thème un peu plus politique, un petit peu people, un petit peu. Mais oui, on aime ça, nous, hein, sur Paddle Magazine. Et il se trouve que. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Hein. Et puis, si je peux éventuellement titiller hein, et avoir un scoop, eh bien, je vais me battre pour l'avoir. Hein. Donc, fais attention à toi. Je vais poser quelques questions pièges. Je te préviens. Hein. D'abord, il y a eu très récemment, la FFT a nominé récemment Alexis Salle comme capitaine de l'équipe de France de paddle. Son mandat a été renouvelé. Patrick Fouquet, en revanche, son binôme, malheureusement pour lui, la FFT lui avait expliqué clairement que malheureusement ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et finalement, c'est Robin Aziza qui a pris sa suite. Les résultats, globalement, ont été, pour Patrick comme pour Alexis, extrêmement bons. On sait que tu as postulé, d'ailleurs tu as dit hein, que tu espérais, que tu as postulé pour devenir, pourquoi pas, le futur sélectionneur de l'équipe de France. Finalement, c'est Alexis Salle qui l'a été. Tu avais un programme. Qu'est-ce que tu voulais faire en plus? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Qu'est-ce que tu pouvais apporter en plus à cette équipe de France de paddle? Alors, tu vois, bon, déjà, je vais te donner un peu la chronologie. Je n'ai pas grand-chose à cacher et je suis presque content que tu abordes ce sujet parce qu'il y a des joueurs qui m'en ont parlé. Je ne m'en cache pas, je suis passionné de paddle. Et c'est un sport dans lequel je suis prêt à m'investir. Je suis prêt à faire des choses. J'ai hâte de voir finalement comment il va se structurer ce sport. Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on ait des bons entraîneurs? Comment on va faire en sorte qu'on ait une belle équipe? Comment on va aider finalement ces joueurs qui ont des objectifs personnels et qui sont au service de l'équipe de France après et que l'équipe de France a des super résultats, mais grâce à ces joueurs-là aussi. Alors, quand Thierry Pham a été élu dominé DTN, c'est quelqu'un que je connais du tennis depuis 15-20 ans. Et on a parlé 1h30. On s'est appelé, on a parlé 1h30. Et moi, je lui dis, écoute, je cherche à virer personne. Je ne cherche pas à prendre, à avoir le jacket équipe de France. Moi, je m'en fous de ça. Ce que j'aimerais, c'est apporter mes compétences à des joueurs qui sont professionnels maintenant, mais qui ont besoin qu'on les accompagne sur certaines choses. Et je lui dis, j'aimerais les accompagner, je postule comme capitaine, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si c'est pour faire une semaine avec les gars juste au moment des matchs, pour moi, c'est un peu leur manquer de respect parce que ce sont des joueurs professionnels et finalement,
Si on regarde dans le tennis, alors peut-être, bien sûr, c'est pas du tout les mêmes moyens, mais dans le tennis, le capitaine de l'équipe de France, il se déplace pour les voir en tournoi, il fait des choses. Et je lui dis, moi, écoute Thierry, j'aimerais qu'on ait une vision plus globale de comment accompagner ces meilleurs joueurs qui font partie de l'équipe de France. Alors pourquoi pas l'élargir et de dire, moi, je suis prêt à les voir jouer. Je sais qu'au World Padel Tour, ils n'ont pas toujours des super résultats. J'aimerais bien être avec eux. J'aimerais bien avoir la possibilité de leur proposer des choses en dehors de leur tournoi, de leur proposer des rassemblements. Mais j'aimerais bien dans ces rassemblements, par exemple, qu'on puisse faire venir un préparateur physique de la Fédé. Il y en a plein des préparateurs. J'aimerais bien qu'on puisse faire venir un ostéopathe de la Fédé. Il y en a plein. J'aimerais bien que ces joueurs, on ne leur donne pas juste, quand même, je trouve, un chèque pour les aider dans leur projet. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, c'est des choses que j'aimerais construire, c'est des choses que j'aimerais faire. Si on peut faire ça, je suis chaud. Si c'est juste pour faire une semaine, écoute, moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que tu aimerais qu'il y ait plus de suivi, en fait, c'est ce dont tu parles. Tu estimes qu'aujourd'hui, sélectionneur pour avoir 1 ou 2 rassemblements dans l'année, c'est pas suffisant pour réellement apporter une valeur ajoutée. C'est ce de là dont tu parles. Exactement. Aujourd'hui, on dit la France, c'est une super nation. Je suis d'accord, mais les membres de l'équipe de France, c'est qui? C'est des personnes qui ont investi sur eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont parties de la France, qui sont parties s'entraîner en Espagne, qui ont trouvé plein de solutions pour ça, qui ont trouvé des coachs, qui ont trouvé de l'argent, qui ont trouvé des sponsors. Et finalement, on dit, l'équipe de France, elle a des super résultats. Mais je trouve que quand même, la fédération, elle est un peu light sur le sujet. Parce que, alors bien sûr, il y a une question de moyens, ça va venir, tout ça. Mais il me semble qu'on pourrait un peu plus accompagner ces joueurs. On pourrait leur proposer, regarde, je te donne un exemple bête. Là, aujourd'hui, tu as la quarantaine. Les préparateurs physiques à la Fédé, tu en as plein. Ça serait quand même pas mal de les mettre en relation. Il y a un joueur de paddle qui est blessé. On a des services médicaux à la Fédé. C'est les meilleurs médecins, c'est les meilleurs ostéos. Pourquoi ces mecs-là, ils n'ont pas accès à ça? Ils représentent la France quand même. C'est pas, tu vois. Et je trouve que ce sont des joueurs professionnels et on est un peu amateur là-dessus. Je trouve, à mes yeux, que la Fédé, pour l'instant, elle ne joue pas son rôle de les accompagner. Alors peut-être c'est une question de budget, peut-être que ce n'est pas encore le moment, peut-être que c'est… Mais tu vois, quand j'ai postulé, moi, c'est ça qui m'intéressait. Ce n'était pas spécialement le faire pour moi être capitaine, c'était vraiment aussi parce que je ressens ça, pour les aider, pour les accompagner à devenir des meilleurs professionnels dans leur sport. Je vais te faire l'avocat du diable, hein, évidemment. Aujourd'hui, on a vu, même en Espagne, de nombreux joueurs dire à quel point la France avait la chance d'avoir la FFT comme représentant du paddle. Pourquoi? Parce qu'ils disent, regardez le classement de vos joueurs, regardez comment ils sont aidés, regardez ce qu'ils ont, regardez votre circuit élite. Et justement, notamment lorsque la FFT avait annoncé que pour le circuit élite, il y allait avoir cette fameuse plateforme, d'ailleurs qui ne concerne pas que pour le paddle, c'est pour le tennis surtout, mais aussi pour le beach, pour le paddle. Bref, on profite de millions d'euros dépensés dans la communication et dont le paddle profite. Même en Espagne, même dans le circuit professionnel, je ne parle pas du World Padel Tour et encore, mais à part le World Padel Tour, personne ne peut dire qu'ils font mieux que la FFT ou qu'ils proposent aussi bien ou plus que la FFT. Personne. Et même les joueurs disent, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ne penses-tu pas peut-être qu'on en demande un peu trop à la FFT alors qu'elle est déjà enviée, que les joueurs envient déjà les joueurs français en France? Voilà, Alors, je pense que la FFT, aujourd'hui, elle a apporté énormément de choses au paddle dans son développement. Les P2000, championnat de France, c'est de mieux en mieux. Et l'organisation du paddle, il y a plein de choses. Accompagner les clubs pour construire plus de cours de paddle. Et de ce côté-là, je pense qu'elle fait vraiment le job. Elle essaie vraiment de développer le paddle. Mais ça va très vite. Aujourd'hui, il y a 4 ans, on avait personne qui joue au paddle d'un point de vue international. Ou alors, c'était très rare. Aujourd'hui, on fait partie des meilleures nations et on a des joueurs qui se sont lancés dans cette aventure-là.
Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de plus qu'il y a 4 ans pour les accompagner, ces joueurs? À part peut-être un peu plus d'argent. Alors bien sûr, l'argent c'est important, mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le développement du paddle qui est bien sûr, tout le monde le note. Il y a de plus en plus de tournois, il y a de plus en plus de choses. Le FFT Paddle Tour, c'est vachement bien. On pourrait peut-être même encore faire un petit peu mieux si on arrivait à ce que le retour des joueurs puisse être un peu plus pris en compte. On peut aller encore un peu plus loin, mais c'est déjà vachement bien, c'est super. Et ce dont parlent les joueurs, c'est de ça, c'est de dire waouh, ça c'est bien. Par contre, en l'espace de 3-4 ans, on a des joueurs qui sont devenus hyper compétitifs d'un point de vue international. On a des joueurs qui sont et ça, on les a, à mes yeux, mais on n'a pas fait beaucoup mieux qu'il y a 3-4 ans. On les aide un petit peu, on leur donne un chèque, mais tu vois, je pense qu'on pourrait faire des choses très simples. La FFT ne profite pas de ce qu'elle a déjà dans son organisation. Tu parlais des gens qui travaillaient pour elle au CNE à Paris. Faire profiter peut-être à ces joueurs de paddle qui sont des professionnels toute l'infrastructure. C'est de ça aussi dont tu veux parler peut-être. Oui, alors de ça, et puis leur reconnaître un statut. C'est plus des amateurs, c'est des joueurs pros. Et je pense qu'aujourd'hui, la Fédé doit s'adresser à eux et leur proposer des choses en tant que joueur pro et en tant que projet pro. Alors, je ne suis pas au courant, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais il me semble que alors, une fois de plus, ça, c'est des décisions, mais il me semble que le développement du paddle, c'est génial, ce que fait la Fédé. On peut peut-être, mais c'est vachement bien. Il va y avoir la question de l'enseignement du paddle. J'attends de voir ce qui va être fait, parce que finalement, ça va être hyper important pour que ça continue. Normalement, mais il y a aussi ces joueurs pour début d'année. Comment ils accompagnent. Pardon ? Par rapport à l'enseignement, non, je préviens, je me permettais juste de commenter tes propos et expliquer aux internautes que la partie enseignement paddle, normalement, il devrait y avoir quelque chose pour le premier trimestre 2021, c'est ce qu'avait annoncé Hubert Piquet il y a quelques semaines, moi, à nos micros. La FFT est en train de travailler sur les modules et elle devrait communiquer sur ce qui pourrait être fait en second semestre 2020 pour les premiers modules, les premiers enseignements, formations paddle dignes de ce nom pour le début de l'année prochaine. Voilà, c'est quand même intéressant à souligner. Ça rejoint peut-être ce que tu es en train de nous expliquer. Pour moi, tu sais, c'est quelque chose qui est important parce qu'il faut former les générations qui arrivent. Aujourd'hui, les joueurs que l'on a qui sont à ce niveau, on a des joueurs qui jouent des rôles hyper importants, les garçons et les filles. Et je pense que ces joueurs-là, ils vont s'épuiser d'ici 3-4 ans parce que c'est difficile pour eux. Et donc, qui va jouer derrière? Si on n'a pas créé des choses, si on ne les a pas accompagnés, et puis, tu sais, le rôle d'une fédé, c'est aussi comment accompagner ces joueurs après, une fois qu'ils arrêtent de jouer. Aussi il faut dorloter l'avant-garde, quoi. Il faut vraiment les dorloter parce que pour ceux qui arrivent derrière. Ben exactement. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, Scatena, il a passé une barre que personne n'avait réussi à passer chez les garçons. Tu vois, il a été 99e mondial. Mais, et on a des gars derrière qui sont pas loin. On a des gars, Tison, Joe, ils sont 120 à peu près. Tu vois, on se dit, oh là, c'est pas loin, ils peuvent peut-être passer. Et je trouve que après, quand on parle de rayonnement de l'équipe de France, quand on parle de rayonnement de la Fédé, là-dessus, moi, je pense qu'on peut aller un peu plus loin avec ces joueurs-là. Alors, une fois de plus, c'est une question de choix, c'est une question de budget. On fait pas. Mais dans ce cas-là, tu vois, c'est important entre les annonces qui sont faites, on veut aider les joueurs, on veut faire tout ça, et aussi la réalité, écoute. Oui, donc, en gros, oui, si j'essaie de bien comprendre, premièrement, oui, elle investit beaucoup, mais elle pourrait mieux faire, mieux investir en tout cas son argent. C'est une première chose. Et la deuxième chose, on ne profite pas suffisamment de l'architecture, de l'organisation générale de la FFT. Ouais, moi je pense que, tu vois, j'aurais rêvé, pourquoi pas, alors je ne sais pas si le calendrier peut s'y rejoindre, mais pourquoi pas, tu vois, que ces joueurs de paddle, ils puissent discuter avec les joueurs de tennis, parler d'expérience, tu vois, qu'ils puissent avoir, je sais pas, inviter à Roland et puis il passe une heure avec son gars ou avec un mon fils, tiens, comment tu prépares les matchs, comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais la veille d'un match, qu'est-ce que tu manges. Ces joueurs-là, ils sont bons, mais ils peuvent se perfectionner sur tellement de choses. Et la Fédé, ils ont déjà les mecs qui peuvent répondre à toutes ces questions. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de lien avec ça.
Oui, alors, pour information, puisque tu parlais de relation entre joueurs de tennis et joueurs de paddle, il va y avoir sur la page de Alizé Cornet et de Robin Ziza, il va y avoir une petite discussion entre les deux d'ici une petite heure, voilà. Et puis on va avoir aussi une belle interview d'ici 2-3 semaines avec Arnaud Clément. Ah, super. Voilà, donc on va vous proposera tout ça. Alors, on parlera Ouais, évidemment c'est paddle. super d'avoir Ouais. des gars comme ça, des filles Ouais. comme ça qui prennent la parole, qui sont des champions, qui ont été des champions, et puis des super expériences. Et aussi avoir leur Qui sont vision liés au des paddle, courses, qui sont liés, qui jouent au paddle, qui aiment cette pratique, qui sont pratiquants, qui le jouent très bien d'ailleurs. Arnaud, je l'ai vu jouer, on a fait un P1000, c'est un super joueur. Donc Ouais. c'est super d'avoir des gars comme ça. Et je pense qu'il faut, si on peut faire en sorte qu'ils s'impliquent un petit peu, ça aurait été, c'est top. Alors, on va changer de thème et parler plutôt Déjà maintenant. fini avec les questions pièges. Je Les m'attendais questions pièges, non, les questions pièges, j'y vais gentiment, mais Ah, celle-ci, d'accord. je prépare quelques munitions, justement. Voilà. Je m'adresse aux joueurs. Tu fais partie du top 20 français. Il y avait, je crois que c'était aujourd'hui même, non, c'était pas aujourd'hui, il y a quelques temps, il devait y avoir un rassemblement de l'équipe de France de paddle. Ouais. Et je ne me souviens pas t'avoir vu dans cette liste-là. J'ai vu des joueurs portant moins bien classés que toi, mais j'ai pas vu ton nom. Euh, comment tu l'as pris? Est-ce que c'était une demande de ta part de ne pas être intégré dans cette liste-là? Alors, je Il vais y te a eu quelques raconter, commentaires. Là aussi, il y avait quelques je vais commentaires te de raconter, personnes qui s'étonnaient de ça. euh, je vais te raconter une anecdote, un truc assez croustillant. Ah, En fait, j'ai été contacté par Alexis Salle pour ce stage. Et au moment où il m'a appelé, j'étais parti 3 jours en Espagne pour passer du temps avec les garçons là-bas et aussi m'entraîner. J'étais content de passer du temps avec eux, voir leur univers, voir comment ils vivaient. Et je m'entraîne en même temps. Et j'ai eu Alexis au téléphone, justement, qui me parlait de ce stage-là. Et à la fin de la conversation, moi, j'avais compris que j'étais pris au stage. C'est-à-dire que quand on raccroche, moi j'ai compris, sur les mots, je le remercie, écoute, merci Alexis, sympa. Et finalement, j'ai compris plus tard qu'on ne s'était pas bien compris. Donc, j'étais pas pris au stage. Donc, j'ai été un peu surpris, un peu blessé même. Je me suis dit, mince. C'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça où je comprends. Parce que tu sais, normalement, dans mon métier, je suis quand même formé à la communication. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. dit, C'est étonnant pour un coach mental de croire ouais. quelque chose qui ne l'est pas. D'accord. Bon, écoute, l'erreur est humaine, on dit. Mais bon, un peu blessé quand même. Je dis, mais mince, attends, pourquoi je ne suis pas pris il y a plein Et de pourquoi joueurs. alors justement quelle est la raison d'ailleurs? J'en sais rien. J'en sais rien. Certainement que c'était peut-être pas le bon moment, ou peut-être que je joue pas assez bien, ou peut-être que je suis pas assez physique, ou je suis peut-être trop vieux, ou j'en sais rien. Mais j'ai pas eu de raison. J'en ai pas demandé parce que bon, tu te doutes bien que quand le listing est arrivé, moi je pensais y aller, j'étais persuadé d'y aller, c'est ce que j'avais compris. Je vois que mon nom n'y est pas, je demande un peu les explications. J'étais plutôt surpris en disant mais attends, je comprends pas. Comment on a fait pour pas se comprendre à ce point-là, quoi. Et donc je suis très transparent. Pourquoi je suis pas pris bon, c'est le choix du sélectionneur. Il prend qui il veut. Hein. D'ailleurs, j'avais plutôt l'impression que je jouais un peu mieux qu'avant. Voilà, pour toi. J'avais plutôt l'impression que c'était un peu mieux qu'avant ce que je faisais. Mais bon, effectivement, on a le droit de mal se comprendre. Hein. Ça arrive tout le temps, coach ou pas coach, finalement, c'est ainsi. En revanche, lorsque tu l'as eu un peu plus tard, après l'annonce des joueurs qui étaient convoqués à ce rassemblement, tu as eu un échange avec lui. Et forcément, la question que tu lui as certainement posée, c'est bon, ok, on s'est mal compris, mais je suis top 20 français, je joue, j'en ai pas je parlé m'entraîne en avec. Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je m'entraîne en Espagne 3 jours. Hein. Je veux pas dire que. Oui, 3 jours. Oui, oui, oui. Maintenant. En tout cas, tu t'impliques. Tu t'y impliques. Oui, je fais des efforts pour le paddle. C'est-à-dire que, tu sais, quand je vais faire un tournoi, je laisse ma femme, je passe pas du temps avec mon fils, j'essaie de jouer tous les P2000, j'essaie de m'investir dedans. Je dis pas que je fais des sacrifices incroyables parce que j'aime ça,
Mais j'essaie de m'entraîner toutes les semaines, j'essaie de faire des choses. Des fois, c'est dur, je bosse, mais tu vois, je vais quand même faire le truc. Je t'avoue que j'étais assez en colère parce que je disais à Alexis, mais comment tu peux ne pas me prévenir si on s'est mal compris? Parce que je lui disais, donc la discussion était plutôt sur la communication plutôt que pourquoi je ne suis pas pris. Et quand au bout d'un moment, j'ai dit, écoute Alexis, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Je n'ai pas demandé d'explication parce que, bon, tu peux me comprendre, entre le coup de fil, 3 semaines après, pour moi, je suis pris pour le stage. Et la liste arrive, je laisse un message à Alexis en disant, écoute, je ne suis pas pris, je n'ai pas vu mon nom, qu'est-ce qui se passe? Il me rappelle en me disant, mince, on s'est mal compris, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi je n'étais pas pris. Quoi qu'il arrive, tu devais faire le P2000 ou non, d'ailleurs? Ah oui, j'avais prévu de le faire avec Jérémy, oui, j'avais prévu d'y aller, puis d'y aller un petit peu avant. Jérémy Ritz? Oui, Jérémy Ritz, mon nouveau compi. Oui, alors justement, c'était ma prochaine question. Bon, on va clore la discussion concernant effectivement le fait que tu ne sois pas dans cette liste-là. Bon, cette année, de toutes les manières, de toute façon, c'est loupé. Hein. Il y aura pas grand-chose à ce niveau-là. Pas de championnat de France, la FFT l'a annoncé. Pas de P2000 également cette année. Alors, quel est ton avis sur pas sur le fait que les championnats de France ne soient pas reportés? Ça a été souvent une question. Je sais que quelques joueurs du top français ont été déçus de se dire on aurait pu reporter les championnats de France. certes, il n'y a pas les régionales, mais enfin bon, globalement, on fait soit un départ en ligne, on se débrouille, un consensus avec l'ensemble des joueurs. Ça aurait été assez simple, on le reporte, soit on le propose pendant Roland-Garros. Ça avait été d'ailleurs une suggestion d'un certain nombre de joueurs et de clubs. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Écoute, si tu veux, allez, j'ai promis de faire, tu sais, comme Coluche quand il était interviewé, j'utilise tous mes jokers d'entrée. Donc, je vais parler vraiment, tu sais, très ouvertement. Soit la Fédé a des infos qu'on n'a pas et on reste confiné jusqu'au mois d'août. Et effectivement, c'est pas possible. Soit je comprends pas trop, moi, personnellement, pourquoi. Alors, je comprends que ce soit difficile à organiser, mais je comprends pas pourquoi, finalement, jusqu'à une semaine avant les championnats de France, pourquoi on ne peut pas faire les qualifs et peut-être de repousser un petit peu. Je pense que pour beaucoup de joueurs, les championnats de France, c'est quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de très important. Et y participer, c'est une grande fête pour le paddle. Et je n'ai pas compris pourquoi on ne voulait pas sauver ce tournoi-là. D'autant plus que les P2000 étaient annulés. Donc tu te dis, ah non, les P2000, c'est annulé. Bon, les championnats de France, c'est quand? Ah, c'est au mois de septembre. Attends, ils ont annoncé que Roland Garros, au mois de septembre, était possible. Avec, quand même, c'est pas la même organisation. Et là, tu te dis, on est au mois d'avril, ils annulent au mois de septembre. Alors, je ne vois plus, je suis pas. Moi, je te parle en tant que sportif, en tant que moi, je me dis, mais attends, pourquoi les qualifs, on ne les fait pas au mois de juillet? Pourquoi au mois d'août, on n'essaye pas de les faire? Pourquoi on ne dit pas. Tout simplement, pourquoi on ne les annule pas? C'est compliqué, on n'est pas sûr de pouvoir les faire. En revanche, on va essayer, dès que les dates de confinement sont données, ben on regarde si on peut organiser quelque chose ou pas. Ça aurait été à mes yeux du bon sens. Là, moi, je comprends ça comme, bon, sur l'annonce de Roland Garros, on est passé en force, tout ça. Donc, tout ce qui est avant, on reste cohérent et on zappe tout. J'ai un peu ce sentiment-là. Peut-être que je dis que c'est faux ce que je pense, mais je me dis, ça, on n'a pas eu le sentiment. Tu vois, le World Paddle Tour, ils se disent, on reporte, on essaye. On va essayer de maintenir le tournoi, on va essayer de le faire. Là, la Fédé, elle te dit, on annule. Mais attends, c'est dans 5 mois. Dans 5 mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que ça sera vachement bien. Alors moi, sportivement, je suis déçu parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas battu pour organiser ce tournoi. C'est un peu mon sentiment. Peut-être que c'était vraiment pas possible. Peut-être aussi, et une fois de plus, hein, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi en termes de sécurité, mais je pense que ça vaut le coup d'attendre. Je sais pas, imagine dans 3 semaines, on sort de la quarantaine. On est quoi, début mai? La Fédé, elle ne peut pas organiser des qualifs de régionales en 3 mois. Je sais pas, je me dis, bah, attends, c'est bizarre quand même. Je me dis, on ne s'est pas battu. Autant le circuit P2000, les places publiques, tu loupes les premiers tournois, comme on fait les deux autres, c'est autre chose, je trouve. Tu vois, je comprends ça. Oui, alors il y a quelques personnes qui sont d'ailleurs d'accord avec toi. S'il y a des joueurs qui sont pas d'accord avec des arguments
n'hésitez pas à vous manifester. Je crois avoir vu ici ou là des gens qui. D'ailleurs, j'ai même vu un message où on te trouvait beau gosse sur l'un des messages. Et c'était une nana. Donc, bon, tu as peut-être un ticket avec une de nos internautes. Fais gaffe, il y a ma femme qui regarde. Dis pas de Bon, conneries. allez, pour terminer sur ce sujet-là, on parlait du FFT Paddle Tour. Il y a un tournoi, un master, le master du FFT Paddle Tour, qui était prévu en octobre prochain. Et là, un consensus général, l'ensemble des joueurs et de nombreux clubs, et même des, on va dire, des intervenants, des gens qui travaillent au sein notamment de la Ligue PACA, qui disent « Ouh là là, mais pourquoi ils nous ont annulé notre épreuve à Toulon ? Tout était prêt, tout était beau, c'était l'occasion de faire une grande fête avec une année un peu blanche. Que se passe-t-il, toi, en tant que joueur et coach mental aussi et intervenant, il y a quelque chose, tu as un avis par rapport à ça? Ou ça rejoint ce que tu disais juste avant? Bon, je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les gens, ils ont besoin d'avoir des objectifs. Ils ont besoin d'avoir des choses qui leur tiennent. Quand on va sortir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de jouer au tournoi. Il y a un tournoi en 4 mois, je suis sûr que c'est possible. C'est des choses qui nous font du bien, qui nous donnent aussi envie d'aller courir tout à l'heure ou demain en disant « Attends, dans 4 mois, je vais avoir des compètes. » Et là, finalement, des personnes qui sont dans l'organisation, qui ont préparé des choses, qui te disent « Mais attends, nous, on a envie de le faire. » Moi, je trouve ça dommage d'annuler. Vraiment. Alors, il faut réfléchir bien sûr, comment on qualifie les gens, qui est-ce qui peut y participer. Ça, bien sûr, il faut trouver de l'équité là-dedans. Maintenant, moi, je trouve ça dommage moi, je trouve ça dommage que la Fédé ne s'est pas battue pour ces tournois. Voilà, c'est mon avis, c'est ce que je ressens. Je trouve ça dommage. Les joueurs, ils ont envie de jouer. Je pense aussi que pour le paddle, les marques, pour eux, c'est important d'avoir des événements. Ils ont sorti des raquettes, des trucs. C'est important d'avoir des moments où ils puissent aussi être représentés. Pour l'industrie aussi du paddle, ces tournois, ils sont importants. Pour tout le monde, quand on va sortir, on a besoin de ça. Et finalement, c'est loin quand même, septembre, octobre. Et j'ai du mal à comprendre ces décisions. Sauf si, bien sûr, ils ont des informations qu'on n'a pas. Et là, dans ce cas-là, pas de souci. Si on nous dit, vous sortez pas avant le mois d'août, bon, ok. Ils ont peut-être annoncé trop tôt. Ils auraient pu attendre au moins, tout du moins, sur ces événements qui arrivent en septembre ou en octobre, vu qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce nous serons mangés. Peut-être été trop rapide. En même temps, ouais. Disons que si tout le mois de juillet, on joue des P1000, ou des tournois du coin, juillet, août, et qu'en septembre, tu te dis, mais attends, ça serait dommage. Ouais. C'est-à-dire que repousser, dire on essaye, et puis si ça ne marche pas, tant pis. Tout le monde aurait été OK avec ça, tu vois. Mais là, tu poses vraiment la question, tu te dis, je ne comprends pas. Alors, peut-être un peu moins sur les P2000 que le championnat de France. Pour moi, le championnat de France, c'est quelque chose de sacré. Et en plus, pour les joueurs, c'est hyper important pour eux. Enfin, là, pour le coup, ce sont tous les sports. Évidemment, on ne parle pas que du paddle, mais les championnats de France, tennis, beach et paddle ont été tout simplement supprimés. Donc, il n'y a pas de... Parce que il me semble qu'on avait eu, il y a quelques temps, en disant on n'aime pas le paddle, mais en fait, c'est pas une histoire de paddle ou de tennis ou que la FFT n'aime pas le paddle, c'est qu'elle a pris cette décision pour tous les sports qu'elle représente. Bon, à tort ou à raison, on essaiera de poser la question à la FFT un peu plus tard. Moi, j'aimerais bien que tu leur poses cette question. Voilà, on leur posera. Comment tu peux maintenir Roland-Garros, essayer de sauver le Roland-Garros et annuler le championnat de France, en sachant qu'il y a quand même, en termes de fréquentation, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, comment tu peux... Il me semble quand même que la FFT elle a 2 discours sur ce sujet-là. Je me bats pour mon tournoi de Roland-Garros. Par contre, pour mes championnats de France, je ne me bats pas. Il me semble quand même que c'est discutable. Écoute, on reviendra sur ce sujet-là avec probablement Hubert Piquet qu'on va probablement interviewer d'ici les prochaines semaines. Elle est lui en charge du paddle. Thierry Famès également, peut-être d'ici à 1-2 mois, des sujets sur lesquels nous reviendrons avec eux. Tranquille, je te demande une faveur. N'accepte pas qu'on te dise que c'est trop lourd à organiser, il faut 2 mois. Alors que Roland-Garros, à organiser, c'est pas la même. N'accepte pas cet argument, s'il te plaît. Très bien. Eh ben, c'est entendu. Allez, on va parler.
c'est terminé les questions. Tu vois, finalement, il n'y avait pas de questions pièges. Hein. Ah, je C'était suis bon, une déçu. petite boutade. Tu es déçu, mais pour une prochaine interview, je te promets qu'il y aura quelques autres choses du coup. D'accord. On va parler sur notre partie inside, la partie un peu people. Bon, on va te poser quelques questions sur toi, sur ce que tu aimes. D'abord, est-ce qu'il y a une alimentation particulière pendant ces heures de confinement? Écoute, moi, j'ai mangé des pâtes 15 ans de ma vie quand j'étais joueur de tennis. Maintenant, je mange ce que j'ai envie. Donc, alors, bien sûr, si je prends 10 kilos, je fais gaffe. Mais tu vois, j'ai pas de régime particulier. Je mange un peu à l'envie. Alors, je connais les bases de la diététique. Je sais que si je fais un repas Excel, le lendemain, je fais gaffe. Mais moi, je suis un bon vivant. Je voilà, j'ai pas de conseils ou j'ai pas d'alimentation spécifique. Le hit du confinement. La chanson il y a une musique que tu écoutes là régulièrement en boucle pour faire passer le temps? Pas trop, pas trop. Alors mon fils, il n'arrête pas de mettre, alors je sais pas qui chante ça, mais ne reviens pas. Tu sais, non, ne reviens pas. Ah oui, 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 Donc, oui. donc j'ai un peu dans la tête, mais c'est pas spécialement quelque chose que j'aime. Je suis pas trop, je suis pas avec la musique à fond chez moi. Ah, Plutôt. tandis qu'il y a Loram qui nous dit McDo, j'imagine que vous faites allusion à Max Moreau qui répondait à cette question par rapport à l'alimentation du confinement, bah, qu'il avait hâte de pouvoir ressortir et d'aller au McDo. Bon, Ouais, moi je suis pas trop fast-food. Je préfère Moi je suis alsacien, je préfère les trucs un peu gras. est-ce que tu as un entraînement particulier, physique, pour garder la forme et être prêt dès que la saison reprend sur le circuit? Alors bon. Euh, un petit peu, je suis un peu spécifique parce que j'ai été opéré d'une hernie discale. Donc je dois faire gaffe à cette partie-là. Je fais pas mal de gainage, je fais pas mal d'exercices pour renforcer le dos parce que c'est une partie qui est un peu difficile. J'aimerais pas, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, donc j'aimerais pas retourner là-dedans. Donc je fais du spécifique là-dessus. Sinon, j'ai recommencé à courir. Ça faisait longtemps que je courais plus et je cours régulièrement. Je recommence à faire un peu d'intermittent. Je recommence à faire. Je suis plutôt pendant ce confinement, je fais plus de sport qu'avant. Alors, il y a ce dos, j'essaie de bien entretenir mon épaule pour pouvoir avoir du peps quand je reprends. Je fais pas mal de travail d'élastique, je fais des choses comme ça. Je fais pas mal de travail de fente parce que dans le paddle, on fait des fentes. Donc, tu vois, je fais un jour cardio, un jour, je fais un peu du travail, ce genre de choses. Euh, allez, enfin, je vais t'envoyer des remixes tahitiens, nous dit Léa Godaldier. Alors, Alors, c'est plus son univers que le mien. Mais moi, tu sais, j'apprécie plein de musiques différentes. Je suis vraiment, je suis bon public sur la musique. Mais c'est quelque chose pour elle qui est beaucoup plus, qui transporte beaucoup plus que pour moi, je dirais. bon, bah écoute, eh bien, ce sera le dernier, le mot de la fin. Je vous rappelle hein, que nous avons un super tuto paddle tous les vendredis ou presque tous les vendredis avec Julien Bondia, le coach de Tenerife. Il y aura un thème technique et un thème tactique. Jean-Michel, je te propose et je t'invite à être prêt hein, vendredi 18h avec Julien Bondia. Tu vas voir, il y a D'accord. des tas de choses. C'est un expert, ça fait des décennies qu'il est dans le paddle. Il coach à Tenerife. C'est un super mec. Évidemment, tu as l'habitude de le lire également sur Paddle Magazine. Et nous aurons des interviews la semaine prochaine, lundi et mercredi. Alors justement, j'ai un petit trou de mémoire, mais je vais vous donner tout de suite les. Eh ben non, eh ben, tu vois, on va vous redonner. Eh bien non, on a notre document qui veut pas s'ouvrir. Eh bien tant pis. Euh, tant pis. En tout cas, des top joueurs la semaine prochaine, des personnalités. Arnaud Clément prévu également d'ici 2-3 semaines. On vous promet qu'on parlera de lui. Et puis, je vous invite à revoir ce podcast dans son intégralité sur la page YouTube de Paddle Magazine. Un post également sur le site Paddle Magazine sera mis à votre disposition. Et puis, direction la page d'Alizé Cornet et de Robin Zida pour voir leur entretien, fort sympathique, j'imagine, entre ces deux joueurs, l'un de paddle et l'autre de tennis. Voilà. Merci Francky pour tout et puis prenez soin de vous. À bientôt. Merci Jean-Michel. À bientôt. Allez, Merci. ciao. Ciao. Bye Bye. bye. Ciao. Combien de temps? Une heure passée? C'est pas le minimum, c'est le minimum, une heure. Même, ils sont tous.